À l'aube du 16 octobre 1946, dans le gymnase du palais de justice de Nuremberg, 10 hommes se dirigèrent un à un vers une potence de 13 marches. Dehors, la ville en ruine dormait sous le poids de 11 années d'horreur. À l'intérieur, l'odeur du bois neuf et de la chaux fraîchement appliquée emplissait l'espace où, quelques heures plus tôt, les condamnés avaient pris leur dernier repas, des saucisses, une salade de pommes de terre, du pain noir et du thé. Certains prièrent. L'un d'eux prononça un discours, un autre cria des slogans antisémites jusqu'à la dernière seconde. Et l'un d'entre eux, le plus puissant de tous, n'était plus là pour être pendu. Il était mort seul, dans sa cellule, des éclats de verre entre les lèvres et du cyanure dans le sang. Personne n'a jamais expliqué comment il s'était procuré le poison. Ces procès ont changé le cours de l'histoire de l'humanité. Ils ont donné naissance au concept moderne de crime de guerre. Ils ont établi que le fait d'obéir aux ordres n'exonère pas de toute responsabilité pénale. Et ils ont laissé en suspens, pendant des décennies, 20 questions que leurs protagonistes ont emportées dans leur tombe. Voici ce que l'on sait et voici ce que l'on ignore. Dans la nuit du 15 octobre 1946, vers 22h45, le gardien de service de la cellule numéro 5 du palais de justice de Nuremberg remarqua que le Reichsmarschall Hermann Wilhelm Göring ne bougeait plus. Il appela le caporal de garde. Lorsqu'ils entrèrent, ils le trouvèrent en proie à des convulsions. Le médecin est arrivé quelques minutes plus tard. Göring était déjà mort. Il y avait des éclats de verre sur ses lèvres. Dans sa bouche, des traces de cyanure de potassium. 2 heures plus tard, 10 de ses codétenus se dirigeaient vers l'échafaud. Göring, ancien commandant en chef de la Luftwaffe, ancien numéro 2 du Reich après Hitler, condamné à mort pour les 4 chefs d'accusation le 1er octobre 1946, avait échappé à la potence. Et la question que se posèrent les Alliés ce matin-là fut immédiate, urgente et resta jamais tout à fait élucidée. Comment? Le palais de justice de Nuremberg n'était pas une prison ordinaire. Les 22 accusés vivaient dans des cellules d'environ 3 mètres sur 4. Chaque cellule était dotée d'une fente d'observation dans la porte par laquelle les gardiens jetaient un œil toutes les 30 secondes. Les prisonniers dormaient les mains hors de la couverture. Ils n'avaient ni ceinture, ni lacets, ni quoi que ce soit qui puisse servir à mettre fin à leur jour. Ils avaient été fouillés à leur arrivée. Leurs effets personnels étaient inspectés. Les visites se déroulaient en présence de gardes. L'armée américaine, chargée de la sécurité, est parvenue à 3 conclusions différentes au fil des années. Aucune n'était tout à fait satisfaisante. La version officielle la plus immédiate affirmait que Göring avait caché l'ampoule de cyanure dans un pot de crème capillaire dès le moment de sa capture, le 6 mai 1945. Göring lui-même laissa 2 lettres, l'une adressée au tribunal allié, dans laquelle il déclarait qu'il aurait accepté d'être fusillé, mais qu'il ne permettrait pas d'être pendu comme un criminel de droit commun. Il invoqua l'exemple du général carthaginois Hannibal, qui s'était suicidé en ingérant du poison avant de tomber aux mains de Rome. La 2e lettre, adressée au commandant de la prison, le colonel Burton C. Andrews, dégageait tous les gardiens de toute responsabilité et affirmait que le poison avait été en sa possession depuis le début, dissimulé à différents moments dans son tube digestif ou derrière le rebord des toilettes de sa cellule. Le problème avec cette version est que Göring est resté en détention chez les Alliés pendant plus de 16 mois. S'il avait eu le cyanure dès le début, pourquoi aurait-il attendu jusqu'à la veille de l'exécution? Le psychologue de la prison, le docteur Gustav Mark Gilbert, dont les notes quotidiennes sur les accusés constituent l'un des documents les plus précieux de cette période, a noté dans son journal que Göring avait une personnalité histrionique et théâtrale, parfaitement capable de planifier un suicide spectaculaire pour le moment le plus dramatique. Mais il a également noté ses doutes, quelqu'un disposant d'un accès suffisant pour introduire un 2e pot de crème dans la cellule aurait pu y glisser le poison. Une 2e théorie a émergé des décennies plus tard. En 2005, le quotidien Los Angeles Times a publié les aveux d'Herbert Lee Stivers, qui, en 1946, était âgé de 19 ans et servait comme gardien à Nuremberg. Stivers a déclaré qu'une jeune Allemande l'avait séduit,
et lui avait demandé de transmettre des messages à l'intérieur d'un stylo-plume à la cellule de Göring. La troisième fois qu'il l'a fait, elle lui a dit que le stylo contenait des médicaments destinés au Reichsmarschall. Stivers s'est exécuté sans se douter de rien. Lorsque Göring est mort cette nuit-là, le jeune gardien a compris. Il a gardé le silence pendant près de 6 décennies par crainte des conséquences. L'enquête militaire n'a jamais confirmé ni infirmé la version de Stivers. Le fait qu'il ait servi dans cette prison est avéré. Les noms des 2 hommes qui auraient orchestré l'opération, dont Stivers se souvenait sous les noms d'Eric et Mathias, n'ont jamais été identifiés. La jeune femme non plus. L'historien Michael Marus, de l'Université de Toronto, l'a résumé avec précision en 2005. L'histoire de Stivers est à peine plausible. Nous ne le saurons très certainement jamais. Ce qui a en revanche été documenté, c'est la scène de cette nuit-là. Le lieutenant John P. Willis fut le premier officier à arriver dans la cellule. Sa fille, des années plus tard, se souvint que son père évoquait toujours les éclats de verre qu'il avait vus sur les lèvres du défunt. Le cyanure de potassium détruit les cellules en les empêchant d'absorber l'oxygène. La mort peut survenir en quelques secondes ou s'accompagner de plusieurs minutes d'agonie. Dans le corps de Göring, les médecins ont trouvé 2 autres ampoules dans le pot de crème, exactement comme il l'avait décrit. L'enquête officielle a retenu sa propre explication. Göring est mort comme il avait vécu, en dominant la scène. Ceux qui l'ont connu savaient qu'il aurait planifié cette fin avec la même minutie que celle avec laquelle il planifiait ses parties de chasse à Karinghall, son manoir situé à 80 km au nord-est de Berlin. Il a préféré la mort par son propre choix à la mort décidée par autrui. Ce que personne n'a pu expliquer avec certitude, c'est comment. Et ce détail, le plus crucial de tous, reste sans réponse. Lorsque Rudolf Hess prit place sur le banc des accusés le 20 novembre 1945, premier jour du procès, il était détenu par les Britanniques depuis 4 ans. Son vol en solitaire vers l'Écosse, le 10 mai 1941, à bord d'un Messerschmitt Bf 110 modifié qu'il pilota lui-même sur près de 1000 km, d'Augsbourg jusqu'aux abords de Glasgow, fut l'un des épisodes les plus inexplicables de la Seconde Guerre mondiale. Et à présent, assis entre Göring et Ribbentrop, Hess regardait droit devant lui, les yeux enfoncés dans un visage gris, et semblait ne se souvenir de rien. Le docteur Gustave Gilbert, psychologue de la prison, le décrivait ainsi dans ses notes des premiers jours. Il était assis dans sa cellule dans un état de stupeur, le regard fixé sur nulle part. Il mangeait machinalement. Il ne reconnaissait pas Göring lorsque celui-ci s'approchait de lui pendant les récréations. On l'interrogea à plusieurs reprises sur des personnes et des événements qu'il avait connus de près, et il répondait avec une indifférence totale. Le problème était que Hess avait déjà simulé l'amnésie auparavant. Le tribunal en prit note. Dans son jugement définitif, le document du 1er octobre 1946, les juges reconnurent que Hess se comportait de manière anormale et que sa mémoire s'était détériorée au cours du procès, mais ils conclurent que rien n'indiquait qu'il ne comprenait pas les chefs d'accusation retenus contre lui, ni qu'il était incapable de se défendre. Son avocat, Alfred Seidel, mena une défense compétente. Hess fut reconnu coupable des premiers et deuxièmes chefs d'accusation, complot et crimes contre la paix, et condamné à la réclusion à perpétuité. Mais la question de savoir si son amnésie était réelle, simulée ou un mélange des deux a hanté le procès du début à la fin. En décembre 1945, une commission psychiatrique composée de représentants des 4 pays alliés a examiné Hess pendant plusieurs jours. Elle a conclu que l'accusé souffrait d'amnésie hystérique, mais que cet état ne le rendait pas légalement aliéné ni incapable de comprendre ce qui se passait autour de lui. Le mot-clé était hystérique. Une amnésie d'origine psychologique et non neurologique, qui pouvait être inconsciente ou délibérée, et qui, en tout état de cause, n'exonérait pas de la responsabilité pénale. C'est alors qu'un événement vint compliquer encore davantage la situation. Le 30 novembre 1945, alors que le procès venait à peine de s'ouvrir, Hess lut à haute voix une déclaration devant le tribunal. Il annonça que son amnésie avait été simulée, qu'en réalité il se souvenait parfaitement de tout et qu'il avait agi ainsi pour des raisons tactiques
et au cours des semaines suivantes, il sembla confirmer cette annonce. Il reconnut Göring, identifia des documents, prit part à des conversations cohérentes. Mais ensuite, peu à peu, le brouillard revint. Vers la fin du procès, Hess semblait aussi désorienté qu'au début. Gilbert nota dans son journal qu'il s'agissait là de la 3e fois où il retrouvait la mémoire, et que personne dans la salle ne savait quoi penser de ses propos. Gilbert lui-même, qui avait un accès illimité à toutes les cellules et s'entretenait quotidiennement avec les accusés, a rapporté une scène révélatrice. Göring, lors d'une de leurs rencontres en cellule, demanda à Gilbert s'il pensait que Hess faisait semblant. Gilbert lui répondit qu'il était difficile de le savoir. Göring se contenta de dire que Hess s'était envolé pour l'Angleterre sans papier, sans instruction, sans rien. Il avait laissé une note digne d'un fou. Et que lui, Göring, ne savait pas non plus quoi penser. La question a dépassé le cadre du procès. Hess fut envoyé à la prison de Spandau à Berlin en juillet 1947, avec 6 autres condamnés du procès principal. Au fil des années, tandis que ses co-détenus étaient progressivement libérés, Hess devint le seul prisonnier d'un complexe conçu pour 600 personnes. Les 4 pays vainqueurs, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Union soviétique, se relayaient chaque mois pour assurer sa garde. Le coût annuel de l'entretien d'un seul vieillard dans cette forteresse prussienne du XIXe siècle dépassait, selon des estimations des années 1980, le $1 000 000. Hess y resta 40 ans. Les demandes de grâce humanitaire, invoquant son âge et sa détérioration physique, furent systématiquement rejetées par les soviétiques. En 1987, il avait 93 ans, souffrait d'arthrite sévère et pouvait à peine marcher. Le 17 août 1987, il fut retrouvé mort dans la maisonnette d'été du jardin de la prison. Un cordon électrique détaché d'une lampe de lecture était enroulé autour de son cou. La version officielle fit état d'un suicide. Mais c'est là qu'est apparu un autre mystère au sein même du mystère. Abdallah Melaoui, son infirmier tunisien depuis 1982, a déclaré lors d'une émission de la BBC en février 1989 que, lorsqu'il était arrivé à la guérite, tout était en désordre, que le cordon se trouvait à sa place habituelle, toujours branché au mur, et qu'il y avait 2 soldats américains en uniforme sur les lieux. Son fils, Wolf Rüdiger Hess, a affirmé que son père avait été assassiné pour l'empêcher de révéler quoi que ce soit au sujet de son vol de 1941. Un médecin qui a examiné le corps a fait remarquer qu'un homme de 93 ans souffrant d'arthrite sévère aurait eu d'énormes difficultés à s'étrangler lui-même de cette manière. Le gouvernement britannique a rejeté toutes ces théories. En 2019, des chercheurs des centres médicaux Walter Reed Army et de l'Université de Salzbourg ont publié dans la revue Forensic Science International une analyse ADN du seul échantillon biologique connu du prisonnier numéro 7 de Spandau comparé à l'ADN d'un parent masculin de Hess. La concordance était de 99,99%. L'homme décédé à Spandau en août 1987 était bien Rudolf Hess. La théorie du sosie a été réfutée par la science. Ce qu'aucune analyse ADN ne pouvait déterminer, c'était si la mort était due à un suicide ou à un assassinat, si l'amnésie était réelle ou simulée, et ce que Hess voulait exactement dire à Churchill en 1941 lorsqu'il a atterri dans les champs d'Écosse avec un message de paix que les Britanniques n'ont jamais entièrement révélé au public. Le 10 mai 1941, Rudolf Hess, lieutenant du Führer, 3e homme du Reich, officier le plus haut gradé du parti nazi après Hitler et Göring, décolla de l'aérodrome d'Augsbourg à bord d'un Messerschmitt Bf-110D modifié. L'avion était équipé de réservoirs de carburant supplémentaires pour les vols longue distance. Hess s'était entraîné en secret sur ce modèle pendant des mois, en convainquant les techniciens de Messerschmitt que ces vols étaient purement sportifs. Il a volé seul pendant environ 900 km au-dessus de la mer du Nord et du territoire écossais, sans escorte et sans communiquer sa destination à personne. À 23h09, il atterrit en parachute près de la ferme d'Eaglesham, dans le comté de Renfrewshire, à une vingtaine de kilomètres de Glasgow. Son objectif déclaré était de rencontrer le duc d'Hamilton, qu'il avait brièvement rencontré lors des Jeux olympiques de Berlin en 1936, afin de lui transmettre une proposition de paix entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne.
Hitler, en apprenant la nouvelle le lendemain, entra dans une rage folle. Il publia un communiqué officiel qualifiant Hess de malade mental ayant agi de son propre chef contre les instructions du Führer. Ce communiqué servit à protéger le gouvernement allemand de toute interprétation diplomatique de ce vol. Mais la question que les historiens débattent depuis lors est de savoir dans quelle mesure Hitler était réellement au courant. Lors du procès de Nuremberg, le tribunal a reçu des documents montrant que Hess avait préparé ce vol pendant des semaines. Il avait laissé des lettres à son épouse Ilse et à ses plus proches collaborateurs. Il avait rédigé un mémorandum contenant les propositions de paix qu'il comptait transmettre. La logistique du vol, les réservoirs de carburant modifiés, l'itinéraire étudié avec une précision cartographique, les contacts préalables qu'il avait tenté d'établir avec l'entourage du duc d'Hamilton, indiquaient une opération qui avait nécessité du temps et des ressources. Tout cela aurait-il pu se passer sous le nez d'Hitler sans qu'il ne s'en aperçoive? Göring, lors de ses conversations avec Gilbert en cellule, se montra évasif, mais révélateur. Il lui dit que Hess était simplement parti, sans papier, sans instruction, laissant derrière lui une note digne d'un fou. Et qu'il même, en tant que successeur désigné d'Hitler après le départ de Hess, n'était au courant de rien. Mais il ajouta ensuite quelque chose que Gilbert nota soigneusement. Hess avait emporté avec lui certaines propositions de paix, et que si la mission avait abouti, il aurait reçu le prix Nobel de la paix. Les archives britanniques relatives à l'interrogatoire de Hess à Londres en 1941 sont restées classifiées pendant des décennies. Lorsqu'elles ont finalement été déclassifiées, au cours des années 1990 et 2000, elles n'ont révélé aucune instruction directe d'Hitler concernant ce vol, mais n'ont pas non plus démontré qu'Hitler était totalement étranger au projet de son lieutenant. L'historien John Harris et le journaliste d'investigation Richard Wilbourn ont avancé dans un ouvrage publié en 2011 qu'il existait des indices selon lesquels les services secrets britanniques auraient tendu un piège à Hess, en lui faisant croire qu'il existait en Grande-Bretagne une faction favorable à la paix avec l'Allemagne et disposée à négocier. Si cela était vrai, ce vol constituait une opération de désinformation dans laquelle Hess est tombé parce que quelqu'un de son entourage ou lui-même avait été manipulé. Ce que le procès de Nuremberg a clairement établi, c'est que ce vol n'exonérait pas Hess de toute responsabilité pénale. Les crimes contre la paix qu'il avait commis étaient antérieurs à mai 1941. La signature de décrets étendant les lois de Nuremberg à l'Autriche, la mise en place de régimes de sanctions spéciales à l'encontre des Polonais et des Juifs dans les territoires occupés, ainsi que sa participation active à la préparation de la guerre d'agression étaient attestées par des documents portant sa signature. Mais ce que Hess savait et n'a jamais révélé, concernant le vol, les négociations, les autres personnes au courant, reste une lacune que les archives déclassifiées n'ont pas entièrement comblée. Le tribunal militaire international l'a jugé par contumace. Il était le seul accusé du procès principal que personne n'avait vu depuis des mois. Le 30 avril 1945, quelques heures après le suicide d'Adolf Hitler dans le Führerbunker, situé sous la chancellerie du Reich, Berlin était en feu et l'armée rouge contrôlait presque tous les quartiers de la ville. Bormann, chef de la chancellerie du parti nazi, l'homme que les historiens ont décrit comme l'ombre du Führer et le gardien de son accès, tenta de s'échapper. Ce qui s'est passé après cette nuit du 2 mai 1945 a fait l'objet de débats pendant près de 3 décennies. Plusieurs témoins ont affirmé l'avoir vu vivant au cours des mois suivants. Un chauffeur d'Hitler, Erich Kempka, a déclaré devant le tribunal le 3 juillet 1946 qu'il avait vu Bormann blessé par l'explosion d'un char soviétique sur le pont Weidendamer qui enjambe la Spree. Le chef des jeunesses hitlériennes, Arthur Axmann, qui s'était lui aussi échappé du bunker cette nuit-là, affirma avoir vu les corps sans vie de Bormann et du médecin personnel d'Hitler, le docteur Ludwig Stumpfegger, à la lueur de la lune près de la gare de Lehrter, au nord de la ville. Axmann déclara les avoir touchés et s'être assuré qu'ils étaient morts. Mais en novembre 1945, lorsque le tribunal dut décider s'il fallait juger Bormann par contumace, il n'existait aucune preuve matérielle de sa mort.
l'armée américaine avait mis sa tête à prix. Les services de renseignement alliés ont reçu des dizaines de rapports affirmant l'avoir aperçu dans différents pays, en Espagne, en Argentine, au Paraguay, en Égypte. L'opération Paperclip, qui a permis de faire venir des scientifiques et des techniciens nazis pour travailler au service du gouvernement américain, a suscité des soupçons supplémentaires quant à savoir si Bormann avait lui aussi été recruté par une agence occidentale. Le tribunal l'a déclaré coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité le 1er octobre 1946 et l'a condamné à mort par contumace. Le texte du jugement précisait que si Bormann n'était pas mort et était capturé ultérieurement, le Conseil de contrôle allié pourrait réexaminer son dossier et réduire la peine s'il existait des circonstances atténuantes. Des décennies se sont écoulées. Les reportages sur Bormann en Argentine ont alimenté des livres, des films et des théories. Les services de renseignement argentins, selon des documents déclassifiés en janvier 2026, ont tenté de suivre plusieurs pistes au cours des années 1950 et 1960. Mais chacune d'entre elles s'est soldée par des fausses pistes, des articles de presse à sensation et des arrestations erronées de personnes n'ayant aucun lien avec le haut responsable nazi. La résolution est venue de la manière la plus prosaïque qui soit, grâce à une pelle. En décembre 1972, lors de travaux de construction près de la gare de Lehrter à Berlin, exactement là où Axmann avait déclaré avoir vu les cadavres en 1945, des ouvriers ont découvert 2 squelettes. Des analyses médico-légales ont permis de comparer les restes aux empreintes dentaires connues de Bormann et d'en confirmer l'identité. Les autorités ouest-allemandes l'ont officiellement déclaré mort en 1973, mais les sceptiques ne se sont pas laissés convaincre. En 1998, une analyse ADN de ces mêmes ossements, réalisée à partir d'échantillons fournis par un fils de Bormann, a confirmé son identité avec une probabilité de 99,99%. Martin Bormann est mort en tentant de fuir Berlin le 2 mai 1945. Son corps est resté enterré à Berlin pendant 27 ans, tandis que le monde entier le recherchait dans la Pampa argentine. Ses cendres ont été dispersées dans la mer Baltique en 1999. Le seul mystère qui subsiste concerne les avoirs. Bormann contrôlait les fonds du parti nazi. Il a supervisé le transfert d'énormes sommes vers des comptes à l'étranger durant les dernières années de la guerre. Une partie de cet argent n'a jamais été retrouvée. Où est-il passé? Qui l'a reçu? Et si une partie a servi à financer les réseaux d'évasion d'autres criminels de guerre, sont autant de questions auxquelles les archives disponibles n'apportent pas encore de réponse précise. Göring, dans ses conversations avec Gilbert pendant le procès, s'est montré d'une franchise frappante à l'égard de Bormann. Il a déclaré que c'était un moins que rien qui ne devait son existence qu'au Führer, et que s'il avait pris le pouvoir, il se serait débarrassé de Bormann en 5 minutes. Quant à Himmler, cela lui aurait pris quelques semaines de plus. Le mépris que Göring lui vouait était bien réel. Mais le pouvoir que Bormann avait accumulé au cours des dernières années du Reich l'était tout autant. Un pouvoir fondé sur le contrôle de l'accès au Führer, sur la gestion de la correspondance et des décrets, sur la capacité de décider qui pouvait s'entretenir avec Hitler et qui ne le pouvait pas. Martin Bormann fut condamné à mort. Il mourut avant de pouvoir être exécuté. Et le tribunal qui l'avait condamné ne l'apprit que des années plus tard. Le docteur Gustav Marc Gilbert est arrivé à Nuremberg en octobre 1945 avec le grade de capitaine de l'armée américaine et une mission précise: évaluer l'aptitude mentale des accusés à comparaître devant le tribunal. Mais Gilbert, qui était psychologue formé aux universités de Columbia et de New York, a vu dans cette situation une opportunité sans précédent dans l'histoire de la psychologie. Un accès illimité aux dirigeants du mouvement qui avait conduit à l'Holocauste. Étaient-ils des monstres biologiquement différents du reste de l'humanité, ou s'agissait-il d'hommes normaux qui avaient pris des décisions extraordinairement perverses? Pour répondre à cette question, il avait besoin de données. Il commença par les tests d'intelligence. Gilbert a utilisé sa propre version allemande du test d'intelligence Wechsler-Bellevue pour adultes, en supprimant les parties présentant un biais culturel, le vocabulaire et la culture générale,
et en conservant les sections consacrées à la mémoire, au calcul, au raisonnement et à la coordination sensorimotrice. Les résultats, qu'il a publiés dans son ouvrage Nuremberg Diary, paru en 1947, ont suscité une surprise qu'il a lui-même reconnue. À une seule exception près, tous les accusés ont fait preuve d'une intelligence supérieure à la moyenne. Le tableau figurant dans l'ouvrage est révélateur. Hjalmar Schacht, le banquier du Reich, arrivait en tête de liste avec un quotient intellectuel de 143. Il était suivi par Arthur Seyss-Inquart avec 141. Hermann Göring a obtenu 138, à égalité avec Karl Dönitz. Franz von Papen a atteint 134, tout comme l'amiral Erich Raeder. Hans Frank et Hans Fritzsche ont obtenu 130 chacun, tout comme Baldur von Schirach. Joachim von Ribbentrop et Wilhelm Keitel ont obtenu 129. Albert Speer a enregistré 128. Alfred Jodl et Alfred Rosenberg, 127. Constantin von Neurath, 125. Walter Funk, 124. Wilhelm Frick, également 124. Rudolf Hess a obtenu 120, bien que Gilbert ait précisé qu'il s'agissait d'un résultat estimé basé sur une évaluation réalisée après qu'il eut retrouvé la mémoire. Fritz Sauckel a atteint 118. Ernst Kaltenbrunner, 113. Et Julius Streicher, l'antisémite le plus virulent du Troisième Reich, a enregistré le score le plus bas de tous les accusés, 106, juste au-dessus de la moyenne. Gilbert a pris soin de préciser dans son livre que le test ne mesurait que l'efficacité mécanique de l'esprit, que ces chiffres n'avaient rien à voir avec le caractère moral, les valeurs personnelles, ni les décisions que chacun avait prises. Une intelligence élevée ne protège pas contre la méchanceté, parfois elle la renforce. Mais ce que les chiffres ont révélé a mis beaucoup de monde mal à l'aise. Les criminels de guerre les plus puissants de l'histoire du XXe siècle étaient les plus intelligents que le citoyen moyen. L'argument selon lequel le nazisme était l'œuvre de fanatiques irrationnels et ignorants ne trouvait aucun fondement dans cette salle de Nuremberg. Ce que les tests n'ont pas pu mesurer, c'est ce que Gilbert a tenté de saisir à l'aide des tests projectifs. Les tests de Rorschach et le test d'aperception thématique. Les résultats de ces tests se sont avérés plus complexes et ont fait l'objet de davantage de débats. Gilbert a décrit en détail la réaction de Göring au test des taches de Rorschach. Lorsque le psychologue lui a montré la planche qui évoque souvent l'image du sang, Göring a hésité. Il a ensuite tenté de l'essuyer avec son doigt, comme s'il voulait l'effacer. Gilbert a interprété ce geste comme une manifestation du déni qui avait caractérisé le comportement du Reichsmarschall tout au long du procès. Chaque fois que les preuves de ses crimes devenaient insupportables, Göring retirait ses écouteurs de traduction, détournait le regard ou faisait un petit geste pour chasser l'horreur de sa conscience. Il en allait de même, à plus petite échelle, avec la tache rouge du test de Rorschach. Des décennies plus tard, en 1975, des chercheurs de l'Université du Michigan ont analysé l'intégralité des résultats des tests de Rorschach des accusés de Nuremberg. Les documents avaient été conservés dans les archives et conclurent que les profils ne correspondaient à aucune catégorie psychopathologique uniforme. Les accusés ne partageaient pas une structure de personnalité commune qui les distinguerait du reste de l'humanité. C'étaient, en termes cliniques, des personnes normales. C'était exactement ce que Gilbert avait conclu en 1947. Et c'est ce qui rendit la question encore plus obscure. S'ils étaient intelligents, s'ils étaient cliniquement normaux, alors les décisions qu'ils avaient prises étaient le fruit d'un choix, délibéré, propre à eux-mêmes. Le mystère que les tests ont laissé en suspens était celui de la responsabilité sans pathologie, l'horreur sans excuse neurologique. Le 1er octobre 1946, lorsque le président du tribunal, le juge Sir Geoffrey Lawrence, lut les verdicts des 21 accusés qui se trouvaient encore sur le banc des accusés, Robert Ley était déjà décédé avant le procès, 3 noms provoquèrent un choc qui se propagea de la salle d'audience de Nuremberg jusqu'au quartier général allié à Berlin et aux éditoriaux des journaux du monde entier. Hjalmar Horace Greeley Schacht, Franz von Papen et Hans Fritzsche.
acquitté. Le juge soviétique Iona Nikitchenko a exprimé formellement et par écrit son désaccord. Selon lui, les 3 hommes auraient dû être condamnés. Sa dissidence a été consignée au procès verbal du procès. Le cas de Schacht était le plus frappant. Il avait été président de la Reichsbank allemande, ministre de l'économie et l'architecte financier du réarmement de l'Allemagne dans les années 1930. Sans les mécanismes de financement conçus par Schacht, les Mefo-Wechsel, des billets à ordre émis au nom d'une société fictive pour dissimuler les dépenses militaires, l'Allemagne nazie n'aurait pas pu se réarmer aussi rapidement. Schacht avait réuni en personne Hitler et les principaux industriels allemands en février 1933 afin de financer la campagne électorale du NSDAP. 3 millions de marks avaient afflué dans les caisses du parti ce soir-là. Mais le tribunal a conclu que l'hypothèse selon laquelle Schacht avait connaissance des plans d'agression d'Hitler ne pouvait être établie au-delà de tout doute raisonnable. Schacht avait été démis de ses fonctions en 1937 lorsqu'il avait commencé à s'opposer au rythme des dépenses d'armement. En juillet 1944, après l'attentat manqué contre Hitler, il fut arrêté et envoyé au camp de concentration de Dachau. Il arriva à Nuremberg en tant qu'accusé de crimes de guerre, mais avec le passé d'ancien prisonnier nazi. Schacht, qui, pendant le procès, était le plus sûr de son innocence parmi tous les accusés et l'avait d'ailleurs exprimé à Gilbert lors de multiples conversations en cellule, sortit de prison à pied cet après-midi-là sans hésiter un instant. Et il fut presque immédiatement arrêté à nouveau par les autorités allemandes chargées de la dénazification, qui le condamnèrent à 8 ans de camp de travail, bien qu'il n'en ait purgé que 2 avant d'être acquitté en appel. Franz von Papen, vice-chancelier pendant les premiers mois du gouvernement d'Hitler en 1933, fut l'homme qui convainquit le président Paul von Hindenburg de nommer Hitler chancelier du Reich en janvier de cette année-là. Le ministère public britannique fit valoir que von Papen avait fait plus que quiconque, à l'exception d'Hitler lui-même, pour consolider le pouvoir nazi. Le tribunal a estimé que sa participation au crime spécifiquement qualifié n'avait pas été suffisamment prouvée. Hans Fritzsche était le directeur adjoint de la propagande sous Joseph Goebbels et chef de la division radio du ministère. Les soviétiques l'avaient arrêté à Berlin et l'avaient remis à Nuremberg pour y être jugé. L'accusation a soutenu que ces émissions de radio avaient incité à la haine raciale et préparé psychologiquement la population allemande à accepter les crimes. Le tribunal l'a acquitté, ne trouvant pas de preuves suffisantes que ces émissions constituaient directement un crime de guerre. Les 3 acquittés sortirent de prison dans l'après-midi du 1er octobre 1946. Un cordon de policiers de Nuremberg les encercla immédiatement pour les empêcher d'être lynchés. Ils restèrent dans leurs anciennes cellules pendant 3 jours supplémentaires, de leur plein gré, avant de s'aventurer à l'extérieur. Le débat sur la question de savoir si ces acquittements étaient justifiés ou non n'a jamais cessé. Le juge américain Francis Biddle, comme l'attestent des documents ultérieurs, avait de sérieux doutes quant à l'acquittement de Schacht et de von Papen, mais il s'est rangé au consensus du tribunal. Ce que Gilbert a consigné dans son journal, c'est la réaction des autres prisonniers. Frank, l'ancien gouverneur général de Pologne qui avait été condamné à mort et qui, au cours des derniers mois du procès, s'était converti avec ferveur au catholicisme, a éclaté de rire en apprenant que les acquittés étaient pris à partie par les Allemands eux-mêmes à la sortie de la prison. Il a dit à Gilbert que les condamnés étaient les seuls à être libres, qu'il n'y avait pas de liberté face au hitlérisme pour personne. Ce fut l'une des rares phrases du procès que personne ne sut vraiment comment interpréter. Avant même le début du procès principal, le 20 novembre 1945, il y avait déjà un mort. Robert Ley, né le 15 février 1890 à Niederbreidenbach, en Rhénanie-Prussienne, était à la tête du Front allemand du travail depuis 1933, dirigeant une organisation comptant 25 millions de membres. Sous sa direction, les syndicats libres furent dissous, leurs fonds confisqués, leurs dirigeants emprisonnés. Le Front allemand du travail devint l'instrument de contrôle du régime sur la classe ouvrière allemande.
Les Alliés le capturèrent le 16 mai 1945 dans les montagnes près de Berchtesgaden, où il s'était réfugié dans les derniers jours de l'effondrement du régime. Il fut inculpé des chefs d'accusation numéro 1, 3 et 4, complot en vue de commettre des crimes de guerre proprement dits, et crimes contre l'humanité. Le 18 octobre 1945, Ley reçut le texte de l'acte d'accusation dans sa cellule. 4 jours plus tard, le 25 octobre 1945, dans l'après-midi de ce mardi, le gardien de service remarqua que Ley restait immobile depuis un certain temps dans la même position. Il ouvrit la cellule. Ley avait déchiré l'ourlet d'une serviette, l'avait mouillée, l'avait tordue jusqu'à ce qu'elle devienne résistante, puis l'avait attachée au tuyau du réservoir des toilettes. Il s'était enfoncé des bandes de sous-vêtements dans la bouche, apparemment pour ne pas pouvoir crier. Puis il s'était assis par terre, la corde de fortune autour du cou, jusqu'à ce que l'étranglement le fasse perdre connaissance. Le médecin de la prison, le docteur Ludwig Pflücker, tenta de le réanimer pendant 20 minutes. Il n'y parvint pas. Ley avait 55 ans. Le docteur Douglas Kelly, le psychiatre de la prison pendant les premiers mois, avant que Gilbert ne prenne ses fonctions de psychologue, qui soupçonnait déjà une lésion du lobe frontal chez Ley en raison de ses accès de colère fréquents et incohérents, eut, selon ce qu'il raconta par la suite, une réaction singulière. Il déclara que Ley lui avait rendu un service personnel. Le cerveau de Ley était le seul dont Kelly soupçonnait qu'il présentait des lésions organiques. Un collègue préleva le cerveau du cadavre et l'envoya subrepticement à Washington, où le neuropathologiste Webb Haymaker de l'Institut de pathologie de l'armée l'examina. Il constata des signes de modification pathologique mineure, mais insuffisante pour établir une incapacité juridique. Ce que Ley a emporté dans sa tombe était considérable. En tant que chef du front du travail, il connaissait les mécanismes internes du recrutement de main-d'œuvre forcée, les accords entre l'appareil du parti et l'industrie privée, ainsi que les détails opérationnels du réseau qui alimentait les usines de guerre en travailleurs réduits en esclavage. Il était, avec Fritz Sauckel, l'un des 2 hommes les plus directement impliqués dans le système d'exploitation par le travail qui a permis à l'industrie de guerre allemande de fonctionner. Gilbert a noté que les autres détenus n'ont guère manifesté de chagrin. Göring a fait remarquer que Ley avait toujours été un ivrogne qui, de toute façon, se détruisait lui-même. Streicher, le seul à avoir entretenu une certaine relation avec Ley lors de leur précédent internement au camp de Mondorf au Luxembourg, l'a qualifié de lâche pour s'être suicidé. Les autres l'ont écarté d'un geste. Le colonel Burton C. Andrews, commandant de la prison, prit immédiatement des mesures. Il quadrupla la surveillance et plaça une sentinelle permanente devant chaque cellule, 24 heures sur 24. Pour des raisons qu'il n'expliqua pas dans l'immédiat, il n'informa pas les autres prisonniers de la méthode exacte qu'avait utilisée Ley pour se donner la mort, craignant de leur donner des idées. Mais ce premier suicide n'était pas la seule interrogation. Restait également en suspens celle concernant Gustav Krupp von Bohlen und Albach, le magnate industriel d'Essen qui avait financé le réarmement, qui avait recouru au travail forcé dans ses fonderies et qui figurait dans l'acte d'accusation initial. Krupp ne comparaîtra pas devant le tribunal car un examen médical avait déterminé que sa détérioration physique et mentale le rendait incapable de subir un procès. Les Alliés tentèrent de le remplacer par son fils Alfred, mais le tribunal rejeta cette demande, arguant que juger une personne à la place d'une autre était contraire aux principes fondamentaux de la justice. La famille Krupp continua à diriger ses entreprises. Alfred Krupp von Bohlen Albach fut jugé et condamné lors d'un des procès ultérieurs de Nuremberg en 1948, mais il fut libéré en 1951 grâce à une grâce accordée par le haut-commissaire américain John G. McCloy. Le 16 octobre 1946, à 1h11 du matin, Joachim von Ribbentrop entra dans le gymnase du palais de justice où 2 potences en bois avaient été installées. Il était le premier des 10 condamnés. Ses mains étaient attachées dans son dos par une lanière de cuir. Il gravit les 13 marches menant à la première potence. Sous la plateforme, à l'abri des regards des témoins, se trouvait le sergent-chef John C. Woods de Wichita, au Kansas, bourreau officiel de l'armée américaine pour la région de la 3e armée. Ribbentrop prononça ces dernières paroles. La trappe s'ouvrit
Et c'est là que le problème commença. Il fallut 10 minutes à Ribbentrop pour mourir. Ce qui aurait dû être une fracture instantanée des vertèbres cervicales, la mort en quelques secondes qu'une potence correctement conçue provoque, se transforma en un lent étranglement. Plusieurs journalistes présents, dont Kingsbury Smith de l'International News Service, dont le récit fut publié en une dans les journaux du monde entier le 16 octobre même, ont rapporté que, de derrière les rideaux de toile qui recouvraient l'espace sous la potence, on entendait des gémissements pendant plusieurs minutes. Julius Streicher, l'antisémite le plus virulent du Reich, éditeur du Der Stürmer, fut le 7e à mourir ce matin-là. En montant les marches, il cria des slogans et des imprécations en allemand. Lorsque la trappe s'ouvrit, Smith écrivit que des gémissements se faisaient entendre de l'intérieur de la structure. Selon le lieutenant Stanley Tills, chargé de coordonner les exécutions, Woods avait délibérément placé les boucles du nœud de Streicher décentrées, afin de s'assurer qu'il ne meure pas rapidement. Smith, qui avait observé Woods de près tout au long de l'opération, pensait que le bourreau détestait les Allemands et qu'il avait pris plaisir à ce qu'il faisait. Le maréchal Wilhelm Keitel, chef d'état-major du haut commandement de la Wehrmacht, aurait mis, selon certains rapports, jusqu'à 24 minutes à mourir. La trappe était trop petite. Plusieurs condamnés se sont cognés la tête ou les épaules contre les bords en tombant, ce qui a provoqué des lacérations visibles lorsque les cadavres ont été descendus. Tout cela était-il accidentel ou délibéré? Woods s'était présenté à l'armée pendant la guerre comme un bourreau expérimenté ayant exécuté des centaines de personnes. C'était un mensonge. Avant Nuremberg, il n'existe aucune trace vérifiable indiquant qu'il ait procédé à la moindre exécution. Il avait été renvoyé avec déshonneur de la marine américaine en 1930 après avoir été diagnostiqué comme psychopathe. Il s'était ensuite réengagé dans l'armée en tant qu'ingénieur de combat. Lorsque les autorités militaires ont cherché un bourreau pour les exécutions de Nuremberg, Woods s'est porté volontaire et a inventé un CV que personne n'a vérifié à temps. L'armée a publiquement nié que la procédure ait été viciée. Une inspection médicale interne des exécutions a été décrite par ceux qui y ont eu accès comme révélatrice d'un désastre. Mais ce rapport n'a jamais été publié. Woods a déclaré après les exécutions avec une fierté apparente « J'ai pendu ces 10 nazis et j'en suis fier, je n'étais pas nerveux. Un homme ne peut pas se permettre d'être nerveux. » En 1950, 4 ans après Nuremberg, Woods est mort électrocuté alors qu'il réparait un équipement sur une base militaire des îles Marshall. Il avait 39 ans. Le mystère central des exécutions du 16 octobre 1946 n'est pas de savoir si les hommes qui sont morts méritaient leur sort. Ce débat trouve sa réponse documentée dans 50 000 pages de procès-verbaux judiciaires. La question qui reste sans réponse définitive est de savoir s'il y a eu une décision délibérée de faire souffrir les condamnés ou si tout cela était la conséquence de l'incompétence d'un homme qui a menti pour obtenir ce poste. Et si c'était délibéré, qui en a donné l'ordre? Le 31 août 1946, dernier jour où les accusés eurent la parole, Albert Speer prononça devant le tribunal un discours qui allait le séparer à jamais de ses compagnons d'accusation. Il était ministre du Reich chargé de l'armement et de la production de guerre, l'architecte qui était devenu le moteur industriel de l'appareil de guerre allemand. Sous sa direction, la production d'armement allemande a triplé entre 1942 et 1944 malgré les bombardements alliés. Pour y parvenir, il a recouru au travail forcé à grande échelle. On estime que près de 12 millions de travailleurs forcés sont passés par le système qu'il coordonnait avec Fritz Sauckel. Mais Speer déclara devant le tribunal qu'il n'était pas au courant de l'Holocauste. Les juges l'ont écouté pendant des jours. Speer a reconnu sa responsabilité dans le travail forcé. Il a admis qu'il aurait dû en savoir davantage que ce qu'il prétendait savoir. Il a condamné le régime nazi et Hitler dans des termes qu'aucun de ses accusations n'était prêt à employer. Il s'est présenté comme le technocrate qui avait servi le système sans en saisir toute l'étendue. Le juge américain Francis Biddle réclamait la peine de mort pour Speer. Il fit valoir qu'en tant que supérieur hiérarchique de Sauckel, qui fut condamné à la pendaison précisément pour le recrutement forcé de travailleurs, Speer était au moins tout aussi responsable. Après 2 jours de délibération tendues entre les juges, le tribunal le condamna à 20 ans de prison. Ce que les juges ignoraient en 1946, c'était l'étendue réelle des connaissances de Speer sur l'Holocauste.
ou peut-être ne voulait-il pas le savoir. En 1971, Gita Sereni, journaliste d'origine hongroise installée en Grande-Bretagne, entama une série d'entretiens avec Speer, qui s'étendirent sur plusieurs années et aboutirent au livre Albert Speer, Son combat avec la vérité, publié en 1995. Sereni a démontré, en s'appuyant sur des témoignages et des documents, que Speer avait assisté à une conférence de Heinrich Himmler en octobre 1943 à Posen, au cours de laquelle le chef des SS avait parlé en toute franchise de l'extermination des Juifs d'Europe devant un groupe de dirigeants du Reich. La conférence avait été enregistrée. L'enregistrement a été conservé. Speer a affirmé pendant des décennies qu'il n'avait pas entendu cette partie du discours de Himmler, qu'il était arrivé en retard ou qu'il était parti plus tôt. Sereni a conclu que cette affirmation était peu probable. Elle a également souligné que plusieurs documents montrèrent que Speer avait reçu des rapports sur les conditions dans les camps de concentration, y compris celui de Mauthausen, où il s'était rendu en personne. Mais en 1946, aucun de ces documents n'était à la disposition de l'accusation avec suffisamment de clarté pour prouver, selon les critères du tribunal, que Speer avait une connaissance précise de l'extermination. Speer quitta Spandau en 1966 après avoir purgé intégralement sa peine de 20 ans. Il écrivit 2 mémoires qui devinrent des best-sellers internationaux. Il mourut d'un accident vasculaire cérébral à Londres le 1er septembre 1981 alors qu'il accordait une interview à la BBC. Le journaliste néerlandais Dan van der Vat, dans son livre « Le bon nazi », publié en 1997, a résumé ce paradoxe. Speer fut le criminel de guerre le plus brillant de Nuremberg. Il a réussi à être jugé pour ce qu'il a admis plutôt que pour ce qu'il a caché. Il a construit un récit de repentir que les juges occidentaux ont trouvé plus facile à gérer que le déni brutal de ses camarades, et il a survécu pour raconter sa propre version de l'histoire, qui s'est vendue à des millions d'exemplaires. Le mystère de Speer ne réside pas dans sa culpabilité. Il réside dans la raison pour laquelle le tribunal l'a cru, alors que personne d'autre sur ce banc des accusés n'a été cru. Le duc de Hamilton, l'homme que Hess comptait rencontrer cette nuit-là de mai 1941, lui rendit visite au château de Maryhill, où il avait été emmené après sa capture, le jour suivant son atterrissage. Le duc l'interrogea pendant des heures. Hess lui exposa ses propositions de paix. L'Allemagne n'avait aucun intérêt à détruire l'Empire britannique. Il souhaitait que la Grande-Bretagne se retire de la guerre et reconnaisse l'hégémonie allemande sur l'Europe continentale. En échange, Hitler renoncerait à toute revendication territoriale sur les possessions coloniales britanniques. Le duc de Hamilton remit un rapport à Winston Churchill. Selon des documents de l'époque, Churchill lut ce rapport dans son lit en fumant un cigare, l'air amusé. Il n'accorda pas plus d'importance à cette proposition. Ce qui s'ensuivit fut plus complexe. Hess est resté en détention britannique jusqu'à la fin de la guerre. Il a été soigné dans divers hôpitaux et châteaux dont certains n'ont jamais été entièrement répertoriés dans les archives publiques. Les services de renseignement britanniques, le MI5 et le MI6, l'ont interrogé à plusieurs reprises. Une partie de ces transcriptions est restée classée secret d'État pendant des décennies. Lorsqu'elles ont finalement été déclassifiées, elles n'ont rien révélé qui contredisait la version officielle. Mais elles n'expliquaient pas non plus pourquoi le gouvernement britannique les avait gardées secrètes pendant si longtemps. La théorie selon laquelle Hess aurait été attiré en Écosse par une opération de désinformation britannique, selon laquelle des agents du MI6 ou du Special Operations Executive auraient créé l'illusion d'une faction pacifiste au sein du gouvernement anglais disposé à négocier avec Hitler, a été avancée par plusieurs historiens, dont le documentariste John Harris. Si cette théorie était exacte, Hess n'était pas un fou agissant de son propre chef, mais la cible d'une opération de renseignement qui lui avait fait croire que sa mission avait des chances d'aboutir. Devant le tribunal de Nuremberg, les juges ont estimé que ce vol devait être considéré comme le dernier des crimes contre la paix commis par Hess.
Son objectif avait été de faciliter l'agression contre l'Union soviétique en écartant temporairement la Grande-Bretagne du conflit. Cette interprétation a été reprise avec une insistance particulière par les juges soviétiques. Mais les lettres que Hess a laissées le jour de son vol, les documents qu'il emportait avec lui dans l'avion et les mémorandums de paix qu'il a rédigés pendant sa captivité en Grande-Bretagne n'ont jamais été publiés dans leur intégralité. Le gouvernement britannique a invoqué pendant des années des raisons de sécurité nationale pour les garder confidentiels. Ce que Gilbert a en revanche documenté, c'est l'attitude de Hess lors du procès. Lorsque le tribunal lui a demandé, en novembre 1945, s'il avait quelque chose à dire au sujet de son vol vers l'Écosse, Hess a répondu qu'il ne se souvenait de rien. Lorsqu'il annonça en décembre que son amnésie était feinte, il ne donna aucune explication concernant le vol qui contredisait la version qu'il donnait depuis des mois. Et lorsqu'à la fin du procès, dans sa plaidoirie finale du 31 août 1946, il s'adressa à la cour dans un discours que ses compagnons qualifièrent de délirant, il ne révéla rien de concret non plus. Le vol de Hess reste l'un des événements les plus inexplicables de la Seconde Guerre mondiale. Un homme qui était en théorie le troisième personnage le plus puissant du Reich a décidé, pour une raison que les archives disponibles n'expliquent pas entièrement, de monter à bord d'un avion militaire modifié et de s'envoler seul, de nuit, vers un pays avec lequel l'Allemagne était en guerre, avec un message de paix auquel personne à Londres ne s'attendait et que personne n'a pris au sérieux. Le tribunal était saisi d'une requête du ministère public qui allait au-delà des individus. Déclaré comme organisation criminelle, le cabinet du Reich, l'état-major général et le haut commandement des forces armées, OKW, en plus de la SS, de la SD, de la Gestapo, du corps des dirigeants politiques du NSDAP et de la SA. Sur ces 7 organisations, 3 ont été déclarées criminelles. La SS, la SD et la Gestapo. 4 ne l'ont pas été. Le cabinet du Reich, l'état-major général et l'OKW, ainsi que la SA. L'acquittement de l'état-major général et de l'OKW fut l'une des décisions les plus controversées du procès. Le juge soviétique Nikitchenko fit expressément état de sa dissidence dans un long document annexé au jugement, arguant qu'il était impossible de dissocier les officiers de l'état-major des crimes du régime qu'ils avaient fidèlement servis et exécutés avec précision. Il soulignait qu'il n'était pas fortuit que Göring soit à la tête de la Luftwaffe, que le successeur désigné d'Hitler soit Dönitz et que le chef d'état-major de l'armée soit Keitel, qui avait personnellement signé les ordres d'exécution des prisonniers de guerre. La position des juges occidentaux était que l'état-major et l'OKW n'étaient pas des organisations au sens technique du terme, telles que l'exigeait le statut de Londres pour qu'ils soient déclarés criminels. Ils ne disposaient ni d'une structure associative volontaire ni d'une adhésion formelle. Il s'agissait en revanche de groupes d'officiers exerçant des fonctions au sein de la chaîne de commandement. Plusieurs historiens ont souligné que cette distinction technique s'est avérée opportune dans le contexte de la guerre froide qui se profilait déjà à l'horizon. Les alliés occidentaux, en particulier les États-Unis et la Grande-Bretagne, commençaient à envisager la possibilité de réarmer l'Allemagne de l'Ouest afin de contrebalancer l'expansion soviétique. Déclarer criminel l'état-major allemand dans son ensemble aurait considérablement compliqué tout projet de reconstruction militaire allemande future. La République fédérale d'Allemagne fut fondée en 1949. La Bundeswehr, la nouvelle armée ouest-allemande, commença à se constituer en 1955. Plusieurs de ses premiers officiers avaient servi dans la Wehrmacht. Si la décision de ne pas déclarer criminel l'état-major a été influencée par des considérations géopolitiques qui se dessinaient déjà en 1946, le procès de Nuremberg aurait été en partie un instrument de la politique d'après-guerre autant qu'un exercice de justice. Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich de 1938 à 1945, fut sans doute l'accusé le plus méprisé du banc des accusés, non pas par les juges, ni par le ministère public, mais par ses propres camarades. Göring le traitait d'imbécile et d'ignorant. Schacht le considérait comme un crétin. Même Gilbert, qui s'efforçait de garder une attitude professionnelle neutre, nota dans son journal que Ribbentrop manquait de toute cohérence idéologique identifiable.
Dans sa cellule, Ribbentrop passait ses journées à consulter tous ceux qui acceptaient de le recevoir. Médecins, gardiens, infirmiers, le coiffeur, le médecin allemand de la prison, sur la manière dont il devait construire sa défense. Le médecin allemand de la prison déclara à Gilbert d'un ton sarcastique que, s'il y avait eu un concierge, Ribbentrop lui aurait également demandé conseil sur la politique étrangère nazie. Pendant le procès, Ribbentrop se montra incohérent. Ses déclarations étaient longues, répétitives et contredisaient souvent des documents que l'accusation avait présentés et qui portaient sa propre signature. Il semblait véritablement incapable de se souvenir de réunions ou de décisions qu'il avait lui-même consignées dans des rapports officiels. Soit sa mémoire était aussi défaillante que celle de Hess, soit il y avait quelque chose de plus complexe derrière ce chaos. Gilbert a tenté de comprendre ce qui avait poussé Ribbentrop, un négociant en vin disposant de relations aristocratiques, mais sans formation diplomatique ni militaire, à devenir ministre des Affaires étrangères de la plus grande puissance militaire de l'histoire moderne. Son profil psychologique le décrivait comme quelqu'un dépourvu de convictions propres, dont l'identité s'était entièrement construite sur la projection du pouvoir d'autrui. À la mort d'Hitler, Ribbentrop s'est effondré. Ce que Gilbert n'a jamais pu déterminer avec certitude, c'est dans quelle mesure Ribbentrop était au courant de la solution finale. Les documents montraient que des télégrammes diplomatiques émanant de son ministère avaient coordonné avec d'autres pays la remise de Juifs aux autorités allemandes. Le ministère public a présenté plusieurs de ces documents. Ribbentrop a insisté sur le fait qu'il n'avait pas compris la destination finale de ces personnes. L'hypothèse selon laquelle un ministre des Affaires étrangères, ayant signé des télégrammes relatifs à des déportations massives, n'aurait pas su où ces personnes étaient envoyées était, pour les juges, difficile à soutenir. Le tribunal l'a déclaré coupable des 4 chefs d'accusation et l'a condamné à mort. À l'aube du 16 octobre, il a été le premier à entrer dans la salle de sport. Ses dernières paroles consignées par écrit ont été « Mon Dieu, aie pitié de moi. Mon dernier souhait est que l'unité de l'Allemagne soit préservée et que la compréhension entre l'Orient et l'Occident apporte la paix au monde. » Il est mort au bout de 10 minutes. Douglas McGlashan Kelly est né en 1912 à Woodland, en Californie, et est arrivé à Nuremberg en août 1945 en tant que commandant de l'armée américaine chargé d'évaluer l'aptitude mentale des accusés à comparaître devant le tribunal. C'était un jeune psychiatre ambitieux formé aux tests projectifs de personnalité. À Nuremberg, Kelly a eu un accès illimité à tous les accusés pendant les premiers mois. Ces séances avec Göring ont été particulièrement longues. Selon le récit du biographe Jack L. High, publié en 2013 dans l'ouvrage The Nazi and the Psychiatrist, la relation entre les deux hommes était plus complexe que celle d'un médecin et de son patient. Göring trouvait en Kelly quelqu'un d'assez intelligent pour qu'il vaille la peine d'essayer de l'impressionner, et Kelly trouvait en Göring un sujet fascinant qui échappait aux catégories cliniques conventionnelles. Lorsque Kelly est rentré aux États-Unis au début de l'année 1946, il avait élaboré une thèse qui le démarquerait du consensus de son époque. Les dirigeants nazis n'étaient ni des psychopathes cliniques ni des malades mentaux. C'étaient des personnes présentant des profils de personnalité que l'on pouvait rencontrer dans n'importe quelle société, y compris la société américaine. Le problème n'était ni biologique, ni même psychologique au sens strict du terme. Il était culturel et systémique. Cette conclusion, que Kelly a exposée dans son ouvrage « 22 Cells in Nuremberg », publié en 1947, a mis mal à l'aise de nombreuses personnes qui préféraient croire que les responsables de l'Holocauste étaient fondamentalement différents du reste de l'humanité. Kelly s'est bâti une brillante carrière de criminologue et de personnalité publique. Il intervenait dans des émissions de radio et de télévision en tant qu'expert en psychologie criminelle. Il était charismatique, brillant et aimait agir sous pression. Le 1er janvier 1958, lors d'une réunion de famille chez lui à Berkeley, en Californie, Kelly porta une capsule de cyanure à sa bouche devant sa femme et ses enfants, puis la mordit. Il est mort de la même manière qu'Hermann Göring. Son biographe L. High a suggéré que le suicide de Kelly au cyanure était une évocation délibérée de la mort de Göring.
Une dernière déclaration de la part de quelqu'un qui avait passé des mois à étudier un homme ayant choisi sa propre mort avec une théâtralité calculée. L'historien a souligné que ces deux hommes, si différents sur tous les autres plans, partageaient une caractéristique, une intelligence agressive associée à une incapacité à faire face à certaines formes d'échec et de honte. Kelly avait 45 ans lorsqu'il est mort. Il n'a laissé aucune lettre d'adieu. Le phénomène d'amnésie dont souffrait Rudolf Hess était si frappant que le tribunal lui-même a décidé de l'aborder dans son jugement de manière plus détaillée que d'habitude. La décision de le déclarer apte à être jugé, malgré son évident déclin cognitif, a été l'une des plus contestées du procès. Au cours des premiers mois de sa captivité en Grande-Bretagne, entre 1941 et 1945, Hess avait manifesté des comportements erratiques, conviction qu'on l'empoisonnait, tentative de suicide, période de léthargie profonde alternant avec des épisodes d'apparente lucidité. À son arrivée à Nuremberg en octobre 1945, il ne reconnaissait pas des personnes qu'il avait côtoyées de près pendant des années. La première amélioration eut lieu le 30 novembre 1945, lorsque Hess lut devant le tribunal sa déclaration dans laquelle il admettait avoir simulé son amnésie. La deuxième fut progressive, en janvier et février 1946, période durant laquelle il sembla capable de suivre le procès avec davantage de cohérence. La troisième s'est produite lors de son discours final du 30 et 1 août 1946, où, pendant quelques minutes, il a semblé parfaitement lucide avant de retomber dans ses incohérences habituelles. Le docteur Joel Dimsdale, psychiatre à l'Université de Californie à San Diego, a publié en 2021 une réévaluation des rapports psychiatriques de Nuremberg. Sa conclusion concernant Hess était qu'il présentait un comportement anormal constant qui s'étendait sur plusieurs années, couvrant des événements antérieurs, contemporains et même postérieurs au procès. Dimsdale a diagnostiqué rétrospectivement une probable amnésie dissociative, un véritable trouble dans lequel la mémoire peut se bloquer et se rétablir de manière apparemment arbitraire sous l'effet d'un stress extrême. Si Dimsdale avait raison, Hess ne simulait pas complètement. Son amnésie était réelle mais également sélective, et cette sélectivité pouvait être interprétée aussi bien comme un véritable mécanisme de défense psychologique que comme une stratégie de protection consciente. Ce qu'aucune évaluation psychiatrique n'a pu déterminer, c'est si Hess a utilisé son amnésie, réelle ou simulée, pour éviter de révéler des informations sur les plans d'agression allemands qui auraient compromis d'autres personnes, ou pour se protéger lui-même des chefs d'accusation les plus graves. Gilbert, qui l'observa quotidiennement pendant près d'1 an, rapporta une scène qui résume mieux l'ambiguïté de Hess que n'importe quel diagnostic clinique. Lors d'une suspension d'audience, alors que les accusés déjeunaient au tribunal, Hess entendit Göring et Ribbentrop discuter avec véhémence d'un sujet dont tous deux se souvenaient parfaitement. Hess observait la scène sans intervenir, le regard vide. Lorsque Gilbert s'approcha et lui demanda ce qu'il en pensait, Hess se contenta de sourire mystérieusement et répondit qu'il savait pourquoi on l'avait menotté, et pas Göring. Personne ne comprit ce qu'il voulait dire. Le tribunal militaire international a statué en s'appuyant sur des millions de pages de documents saisis auprès des autorités allemandes pendant et après la guerre. Il s'agissait d'une décision stratégique du procureur américain Robert H. Jackson. Monter le dossier à partir des propres archives du Reich afin que le procès ne puisse être discrédité en tant que témoignage des vainqueurs contre les vaincus. Cette stratégie s'est avérée extrêmement efficace. Mais les archives saisies présentaient des lacunes. Le document le plus célèbre présenté devant le tribunal fut le Mémorandum Hossbach, le compte-rendu d'une réunion convoquée par Hitler le 5 novembre 1937, au cours de laquelle il exposa ses plans d'agression à Göring, von Blomberg, von Fritsch, Raeder et von Neurath. Ce document avait été rédigé par l'aide de camp d'Hitler, le colonel Friedrich Hossbach, 5 jours après la réunion, et avait été saisi par les Alliés. Il constituait la preuve la plus directe dont on disposait que les plans d'agression existaient bel et bien et avaient été communiqués aux dirigeants militaires avant le début de la guerre. Au cours du procès, certains accusés ont contesté l'authenticité de ce mémorandum. Jodl a déclaré qu'il n'en avait pas eu connaissance en 1937. Seyss Inquart
a affirmé que s'il avait eu connaissance de ce document en 1937, ils y auraient réfléchi à 2 fois avant de passer à l'action. Il y avait cependant d'autres documents que l'accusation a cherchés sans les trouver. Les archives du SD, le service de sécurité de la SS, qui consignait le sort de centaines de milliers de personnes ayant transité par le système des déportations, ont été partiellement détruites au cours des dernières semaines de la guerre. Certains registres d'Auschwitz ont été brûlés. Le registre de la correspondance personnelle entre Hitler et certains de ses plus proches collaborateurs présentait des lacunes inexplicables pour certaines périodes. Y a-t-il eu une destruction systématique de documents compromettants avant la capitulation allemande? La réponse est presque certainement oui. Albert Speer a raconté dans ses mémoires que dans les derniers jours du Reich, plusieurs collaborateurs d'Hitler l'ont supplié de brûler des volumes de documents avant qu'ils ne tombent entre les mains des Alliés. Il a affirmé avoir refusé, d'autres n'ont pas refusé. Ce que le tribunal a jugé, c'est la partie de l'histoire que racontaient les documents saisis. La partie que les documents détruits auraient racontée reste, par définition, dans l'ombre. Le 20 juillet 1944, un groupe d'officiers allemands a posé une bombe au quartier général d'Hitler à Rastenburg. La bombe a explosé. Hitler a survécu. Les conspirateurs ont été exécutés. Certains de leurs noms sont apparus lors du procès de Nuremberg car plusieurs témoins les avaient cités dans leurs déclarations concernant la résistance interne au régime. L'amiral Wilhelm Canaris, chef de l'Abwehr, le service de renseignement militaire allemand, avait été une figure centrale de la résistance interne. Il fut arrêté après l'attentat du 20 juillet, puis retrouvé pendu au camp de concentration de Flossenbürg le 9 avril 1945, quelques jours avant la fin de la guerre. Ses journaux intimes, qui auraient nada consigné ses activités clandestines et ses contacts avec les Alliés, n'ont jamais été retrouvés dans leur intégralité. Le général Erwin Lahousen, l'officier le plus haut gradé de l'Abwehr à avoir survécu à la guerre, a témoigné devant le tribunal de Nuremberg le 30 novembre 1945, lors de l'une des séances les plus tendues du procès. Son témoignage impliquait directement Ribbentrop, Keitel et Jodl dans des ordres d'assassinat de prisonniers de guerre et des opérations secrètes. Gilbert nota que, pendant que Lahousen témoignait, les accusés qu'il mentionnait ne pouvaient dissimuler leur malaise. Mais la question que le procès n'a pas abordée directement était de savoir combien des accusés à la barre avaient eu un quelconque contact avec la résistance interne, non pas nécessairement en y participant, mais au moins en ayant connaissance, et combien d'entre eux auraient pu agir différemment si la résistance avait réussi. Schacht a affirmé dans son témoignage que son arrestation par les nazis en juillet 1944 était liée à son opposition à la politique économique de guerre. Le tribunal n'a pas trouvé de preuves suffisantes pour le condamner, mais pas non plus pour lui accorder le statut de héros de la résistance qu'il revendiquait lui-même. Le mystère du nombre de personnes au sein de l'appareil du Reich qui avaient connaissance des crimes, de celles qui auraient pu résister, et de la raison pour laquelle si peu l'ont fait de manière effective, est une question qui dépasse le cadre du procès et touche à la nature du conformisme sous les régimes totalitaires. Le général Alfred Joseph Jodl, chef d'état-major des opérations de l'Oberkommando der Wehrmacht, fut condamné à mort le 1er octobre 1946 et pendu le 16 octobre de la même année. Il avait 56 ans. Ses dernières paroles, prononcées au pied de la potence, furent « Je te salue, ma chère Allemagne ». 7 ans plus tard, en 1953, une commission d'arbitrage du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne réexamina rétrospectivement le cas de Jodl. Elle conclut que Jodl devait être acquitté de tous les chefs d'accusation et que la condamnation prononcée à Nuremberg avait été injuste. Ce verdict posthume allemand n'a jamais été reconnu par aucune des 4 puissances alliées, mais il a soulevé une question délicate. La condamnation de Jodl était-elle proportionnée à sa responsabilité réelle? Au cours du procès, la défense de Jodl avait fait valoir qu'il avait été un officier chargé exclusivement des opérations militaires, un planificateur tactique sans aucune responsabilité quant à la politique d'occupation ou au traitement des prisonniers. Le tribunal a rejeté cet argument en soulignant que Jodl avait signé ou transmis plusieurs des décrets les plus brutaux du régime, notamment des ordres autorisant l'exécution sommaire des résistants
et un traitement différencié des prisonniers soviétiques. Jodl avait signé la capitulation allemande à Reims le 7 mai 1945 au nom du commandement suprême allemand. Ce fut l'un des derniers actes d'autorité des chefs militaires du Reich. Quelques mois plus tard, il se retrouvait sur le banc des accusés. Le cas de Jodl illustre la tension fondamentale du procès, la difficulté d'établir la responsabilité individuelle dans un système hiérarchique où les ordres venaient d'en haut et où l'obéissance était absolue. Le tribunal a rejeté l'argument selon lequel le fait de suivre des ordres excluait toute responsabilité pénale. Mais la question de savoir quel était le seuil de résistance que l'on pouvait raisonnablement exiger d'un militaire de carrière dans les circonstances du Troisième Reich n'a pas trouvé de réponse uniforme au cours du procès. Le fait que, 7 ans plus tard, un tribunal allemand l'ait innocenté à titre posthume sans que cela n'entraîne aucune modification du récit historique international en dit long sur la complexité de la justice post-conflit. Gustav Krupp von Bohlen und Halbach était le nom qui figurait en tête de la liste des 24 accusés initiaux du procès principal. Directeur des entreprises Krupp, le conglomérat industriel d'Essen, qui fabriquait de l'acier, des armements et des navires de guerre pour le Reich, il avait financé le parti nazi depuis 1932 et avait recouru à la main-d'œuvre esclave dans ses usines pendant toute la durée de la guerre. Prisonnier de guerre, déporté des territoires occupés, détenu des camps de concentration. Mais Gustav Krupp avait 75 ans en 1945 et avait été victime d'un accident vasculaire cérébral qui l'avait laissé atteint d'une démence sévère. Une commission médicale avait estimé qu'il ne serait pas en mesure de comprendre les chefs d'accusation ni de participer à sa propre défense. Le tribunal l'avait donc exclu du procès. Le ministère public tenta de le remplacer par son fils Alfred Krupp von Bohlen und Halbach, qui avait dirigé les opérations de l'entreprise pendant la guerre et était tout autant, voire davantage, responsable des crimes dont son père était accusé. Le tribunal rejeta cette substitution en invoquant un argument formellement correct, mais dont l'effet pratique fut d'épargner à Alfred Krupp d'être jugé dans le cadre du procès principal. Alfred Krupp fut jugé par la suite lors de l'un des 12 procès successifs tenus par le tribunal militaire américain entre 1946 et 1949. En 1948, il fut condamné à 12 ans de prison et à la confiscation de ses biens industriels. En 1951, le haut commissaire américain John J. McCloy lui accorda l'amnistie, lui restitua ses biens et Alfred Krupp reprit le contrôle des entreprises. L'affaire McCloy a suscité une controverse qui fait encore débat parmi les juristes et les historiens. Les amnisties accordées par McCloy en 1951 à plusieurs condamnés des procès successifs de Nuremberg, notamment des médecins ayant pratiqué des expériences sur des êtres humains, des officiers de la SS et Alfred Krupp lui-même, ont été justifiées par les autorités américaines par des arguments mêlant considérations humanitaires et nécessité géopolitique de disposer d'une Allemagne de l'Ouest forte dans le contexte de la guerre froide. Le mystère de la raison pour laquelle la plus importante famille industrielle du Reich a été largement protégée des conséquences juridiques les plus graves de ces crimes n'a pas reçu d'explication définitive. Les arguments, qui oscillent entre l'incompétence procédurale, l'opportunisme politique et la corruption du processus judiciaire par des intérêts économiques coexistent sans qu'aucun ne soit pleinement satisfaisant. Le procès de Nuremberg a donné lieu à des déclarations qui ont surpris les accusés eux-mêmes. L'une des plus marquantes fut celle de Hans Frank. Frank, né en 1900 à Karlsruhe, avait été l'avocat personnel d'Hitler dans les années 1920 et 1930. Avec l'occupation de la Pologne en 1939, il fut nommé gouverneur général du territoire polonais non incorporé au Reich, avec siège à Cracovie. Sous son administration, plus de 3 millions de Juifs polonais furent assassinés, ainsi que des millions de Polonais non-juifs. Frank tenait dans son journal un document en 42 volumes qui fut saisi dans son intégralité par les Alliés, des comptes rendus détaillés de ses propres ordres et délibérations. Au cours des premiers mois du procès, Frank a fait preuve d'un comportement erratique.
Il a tenté de se taillader les poignets dans sa cellule. Les interrogateurs l'ont décrit comme évasif et hostile. Mais quelque chose a ensuite changé. Gilbert consigna dans son journal, le 7 novembre 1945, une conversation eue dans la cellule au cours de laquelle Frank lui dit que, dans la solitude de cette pièce, il avait compris beaucoup de choses. Que lorsqu'il voyait Göring dépouillé de ses décorations, réduit à ce costume de prisonnier attendant son procès dans une cellule aux 4 murs et doté d'un double WC, il comprenait ce qu'était réellement le pouvoir. Que ceux qui avaient cru servir le plus noble de tous les idéaux avaient en réalité servi la bête elle-même. Frank a conclu le procès en se déclarant pleinement coupable des crimes qui lui étaient reprochés. Le 31 août 1946, dans son dernier discours devant le tribunal, il ne chercha pas à invoquer de circonstances atténuantes. Lorsqu'il reçut la condamnation à mort le 1er octobre, il baissa les yeux et acquiesça doucement. En apprenant qu'il y avait 11 condamnés à mort, Göring compris, il calcula rapidement combien il en avait compté. Et il déclara en avoir compté 14. Ce que Gilbert n'a jamais pu déterminer avec certitude, c'est dans quelle mesure cette conversion était réelle et dans quelle mesure elle relevait de la tactique. Frank avait demandé à recevoir la visite de prêtres, il avait demandé à se confesser, il avait demandé les sacrements. L'aumônier américain qui s'occupait de lui, Henry Gerecke, un luthérien du Missouri qui s'occupait également de Göring, considérait que la conversion de Frank était authentique et que celle de Göring n'était qu'une mise en scène. La conversion de Frank était, du moins lors de la scène de cette nuit-là avant l'exécution, parfaitement cohérente avec tout ce qu'il avait dit et écrit au cours des mois précédents. Mais si elle était réelle, depuis quand Frank savait-il ce qu'il savait? Quand exactement avait-il compris qu'il était au service de la bête? Les 42 volumes de son journal intime suggèrent qu'il l'a toujours su. Le procès de Nuremberg a donné lieu à un document qui ne faisait partie ni de l'acte d'accusation ni du jugement, mais qui allait devenir le fondement éthique de la médecine moderne, le Code de Nuremberg. Rédigé en août 1947, à l'issue du procès des médecins, l'un des 12 procès successifs tenus par le tribunal militaire américain, il a établi 10 principes régissant la recherche médicale sur des êtres humains. Le premier, et le plus fondamental, le consentement libre et éclairé du sujet humain est absolument essentiel. Mais le mystère ne réside pas dans ce que dit le Code, il réside dans ce qu'il a accompli 75 ans après sa publication. Comme l'a démontré Ken McCarthy, éditeur de l'édition commémorative du 75e anniversaire publiée en août 2022, aucune des institutions qui auraient dû commémorer cet anniversaire ne l'a fait. L'Association américaine de bioéthique et des sciences humaines, qui compte près de 1800 membres et organise son propre congrès annuel, n'a organisé aucun événement sur ce thème. Les 10 universités américaines qui sont à la pointe de la formation en éthique médicale, Harvard, Duke, Columbia, l'Université de Pennsylvanie, Northwestern, Wake Forest, l'Université de Richmond, Creighton, Johns Hopkins et l'Albany Medical College, n'ont publié aucun communiqué à ce sujet. La FDA, le CDC et les NIH, qui emploient ensemble plus de 46 000 personnes, n'ont pas non plus produit de documents ni organisé d'événements pour marquer cette date. Le mystère ultime des procès de Nuremberg réside peut-être dans le fait que le procès le plus important de l'histoire de la justice internationale, celui qui a établi que les crimes contre l'humanité sont des crimes même lorsqu'ils sont commis par des États, celui qui a créé le droit de Nuremberg et qui a donné naissance au code censé protéger tout être humain contre le fait d'être soumis à des expériences sans son consentement, et produit un document que le monde médical lui-même semble avoir décidé d'oublier. Le code existe. Ces 10 principes sont clairs et rédigés dans un langage qui ne nécessite aucune interprétation, mais son histoire, son origine dans l'horreur des cellules de Dachau et d'Auschwitz, où les médecins nazis menaient des expériences sur des êtres humains vivants, son importance en tant que l'un des rares documents que le XXe siècle ait produit directement à partir de l'abîme moral,
Cette histoire n'est pas enseignée avec la régularité et l'insistance qu'elle mériterait. La question de savoir pourquoi il n'est pas enseigné, à qui profite le fait qu'il ne le soit pas, et si cet oubli est délibéré ou simplement une forme de commodité institutionnelle, est celle que le Code de Nuremberg laisse en suspens. Et cette question, contrairement aux 19 autres que nous avons abordées dans ce document, ne nécessite ni archives déclassifiées, ni analyse ADN pour trouver une réponse. Il suffit simplement que quelqu'un la pose avec suffisamment de clarté.